Et on vous retrouve Thomas pour le kiosque d'Europe 1. Le kiosque de 7h15 avec autour de la table, comme chaque matin, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning Alex. Zdravstvy et dobre požalovať. C'est du russe. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique toute fraîche. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on commence avec les banques qui commencent à fermer les distributeurs automatiques de billets. C'est assez contrariant pour les clients que nous sommes, mais c'est comme ça. Eh bien oui, parce que nous utilisons de moins en moins de billets de banque. Nous payons de plus en plus avec notre carte bleue. C'est que maintenant, chez les boulangers, vous pouvez payer avec votre carte qui fait paiement sans contact. Alors en moyenne, en cash, on dépense 35 € par semaine. C'est pas beaucoup. Et ça baisse. Le réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne note que le cash dans la caisse des commerçants, il diminue, moins 2,5% par an sur la dernière année. Donc, comme il y a moins de billets en circulation, on va moins au DAB. Et donc, en plus, les DAB coûtent plus cher qu'avant à entretenir parce qu'il y a eu de nouvelles mesures de sécurité, ce qui fait qu'ils coûtent plus cher. Ce qui fait qu'un DAB, s'il y a moins de 130 retraits par jour, eh bien, il perd de l'argent. Il n'est pas rentable. Donc, du coup, les banques les ferment, elles en retirent. Bon, question basique, comment on va faire pour payer s'il n'y a plus de DAB, de distributeurs automatiques? Les banques, ils vont doucement. Là où il y avait 4 ou 5 DAB dans une agence, par exemple, elles vont en retirer 1 ou 2. Mais c'est un vrai problème parce que si vous regardez en Europe du Nord, en Suède par exemple, la tendance est bien plus prononcée. Ce sont des milliers de distributeurs automatiques qui ont disparu dans les villes. À Stockholm, dans le bus à Stockholm, vous ne pouvez plus payer avec du liquide. Chez les commerçants également, il y a écrit ici nous n'acceptons que les cartes bancaires. Chez les commerçants, le cash en Suède, ça ne représente plus que 5% de leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, et les Suédois disent d'ici 15 ans, l'objectif c'est d'éliminer les billets et de passer à la carte bancaire. Voilà. Mais alors l'argent de poche pour les enfants, le cochon, la tirelire au cochon, c'est fini. Mais non, figurez-vous qu'en Norvège, dans les pays scandinaves, il y a des cartes de débit pour les enfants dès 7 ans maintenant. C'est considéré plus sûr, moins sécurisé. Et puis il y a moins de fraude aussi avec la carte parce que le commerçant est moins tenté de ne pas déclarer une partie de la recette. Vous voyez. Ça tombe mal parce que je viens de dire dans un journal que les Chinois ont construit un distributeur qui marche sur la reconnaissance faciale. Ah oui. Donc mais il ne faut pas sourire parce que les machines ne reconnaissent plus le... C'est pour la sécurité parce qu'autant on peut vous voler votre code à 4 chiffres, autant on ne peut pas vous voler votre tête. Donc vous voyez, évidemment. vous êtes certain que... Heureusement. Même la carte bancaire est menacée puisque bientôt on pourra payer avec son smartphone. Hein. Ah oui. Oui, voilà, c'est le paiement électronique. Tout ça contribue à la fin du cash. En tout cas, voilà un sujet qui fait parler visiblement dans le kiosque de 7h15 ce matin. Alex Taylor, alors là, vous avez un scoop ce matin, un scoop intéressant que l'on doit à l'ancien président finlandais. Expliquez-nous. Oui, c'est intéressant. On apprend que la Russie aurait proposé à l'Ouest de déloger illégalement, je cite, Bachar al-Assad en 2012. Martti Ahtisaari, ancien président et ancien prix Nobel de la paix, qui était chargé à l'époque des négociations au sein de l'ONU sur la Syrie, raconte les coulisses dans le Helsingin Sanomat, journal finlandais. Alors, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne auraient refusé tant ils étaient persuadés qu'Assad allait tomber incessamment sous peu à l'époque. C'est important ça quand même, ça change, ça aurait pu tout changer. Oui, parce que les Russes sont toujours passés, vous le savez, pour le plus grand soutien de Bachar al-Assad. Vladimir Poutine l'a redit hier encore. Oui, absolument, dans sa conférence de presse. Alors si l'Ouest avait dit yes, oui, à l'époque, les choses auraient été bien différentes, peut-être aujourd'hui. Comme dit Ahtisaari, on aurait pu éviter le plus grand mouvement de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, et il dit lui-même, nous payons maintenant la facture de ce refus. Et alors pourquoi Moscou continue néanmoins à soutenir Assad? Alors du coup c'est un revirement chez eux aussi? Non, mais ils soutiennent quand même parce que, comme vous avez dit dans la conférence de presse hier, Vladimir Poutine, il n'a pas dit qu'il y avait beaucoup de matériel militaire sur les côtes syriennes, mais tout le monde le sait, même s'il dit que c'est pour des raisons humanitaires. On lui a posé la question, c'était intéressant, vous envisagez des frappes aériennes en Syrie? Et ce qu'il a dit était intéressant, il a répondu, c'est trop tôt pour en parler. Alors, il faut savoir que la position de l'Ouest demeure très confuse. Par exemple, le principal allié de Merkel en Allemagne affirme de plus en plus qu'il faut se joindre à Poutine pour battre Daesh. Alors, si on met dans Google Translator l'ennemi de mon ennemi et mon ami, vous allez voir, ça marche dans pas mal de langues. Oui, évidemment. En tout cas, c'est une vraie info, ça, qu'il y a 3 ans, la Russie voulait se débarrasser d'Assad et que c'est nous qui... C'est la une du Guardian ce matin et c'était dans la Helsingin Sanomat finlandais hier. On parle politique française, Alexandre Cara, avec ce matin les Républicains qui organisent une réunion consacrée
consacrée à l'immigration, ces fameuses réunions thématiques. Alors à l'issue de cette réunion, il y aura un vote militant et ce matin, vous nous révélez, Alexandre, quelques-unes des questions chocs qui seront soumises aux militants. Oui Thomas, et ça va dépoter. Je vais vous donner quelques exemples de ces questions sur lesquelles les militants pourront se prononcer. D'abord, êtes-vous d'accord pour la suspension immédiate de Schengen ? Première question. Une autre question, êtes-vous favorable à ce que le Parlement vote chaque année des plafonds limitatifs pour maîtriser l'immigration vers la France et diminuer le regroupement familial ? Autre question, autre exemple, êtes-vous d'accord pour que les allocations familiales et les aides au logement ne soient plus ouvertes aux étrangers dès leur arrivée, mais après au moins 50 séjours ? Ce sont des questions qui sont clairement orientées. La réponse est dans la question, comme on dit. Absolument. Et comment ça va se passer ce vote ? C'est très simple. Si vous êtes militant Les Républicains, à jour de cotisation, il vous suffira de vous connecter sur Internet à partir de 18h ce soir et vous aurez 48 heures pour voter jusqu'à vendredi 18h. Bon, mais Alexandre, à quoi va servir ce vote des militants ? Est-ce que le parti va vraiment en tenir compte ? A priori, Thomas, oui. On ne fait pas un vote pour rien. Les résultats du vote seront présentés la semaine prochaine à l'occasion d'un bureau politique de Les Républicains et ils permettront, ces votes, de définir certaines orientations de la future plateforme pour 2017. Consulter les militants, en tout cas, c'est une promesse que Nicolas Sarkozy avait faite l'an dernier lors de son élection. Ça, c'est une promesse tenue. C'est vrai, oui. D'un côté, il y a plus de démocratie, mais aussi il y a un piège pour ses rivaux à la primaire. Avec ses consultations, Nicolas Sarkozy veut imposer évidemment un projet commun, ce qui lui permet d'apparaître comme le défenseur de la volonté des militants et ce qui va rendre la tâche plus compliquée pour les autres candidats si jamais ils veulent s'affranchir d'un programme issu en quelque sorte de l'exercice démocratique des militants. Alors, qu'il met dans sa poche du coup, en vue de la primaire. Exactement. En tout cas, il sera le candidat des militants. C'est comme ça qu'il veut se présenter, évidemment. Donc, on savait qu'il y avait cette réunion sur l'immigration ce matin. Et ce que vous nous apprenez ce matin, c'est qu'il va y avoir des questions précises que vous nous donnez, qu'on met d'ailleurs sur notre site europe1.fr. Et on sait également l'utilisation qui sera faite de ces réponses. Alexandre Carra. Tiens, si on innovait tout de suite, Anne Le Gall. Et on va à Rennes, Anne, ce matin pour le Salon international de l'élevage. On dit le SPACE, c'est ça ? Le SPACE. À côté de l'informatisation et de l'automatisation de nos élevages, l'innovation est aussi à chercher dans les mangeoires des bêtes. Oui, car dans les mangeoires, on trouve de plus en plus d'algues, des algues vertes, ou alors des extraits de melon ou de la levure de bière. Ce sont en fait des compléments alimentaires d'un nouveau type et ils ont le gros avantage de limiter l'utilisation des antibiotiques chez les animaux parce qu'ils boostent naturellement les défenses immunitaires. Donc ça permet de remplacer les médicaments. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas éleveur, mais ces antibiotiques qui sont quand même utiles, non ? Oui, dans certains cas. Le problème, c'est que dans les élevages industriels où il y a, vous savez, beaucoup de promiscuité, il y a eu des abus de ces antibiotiques utilisés en prévention. Donc, même lorsque les animaux n'étaient pas malades, d'où l'apparition de bactéries résistantes qui, du coup, vont dans la chaîne alimentaire. Et c'est d'ailleurs régulièrement dénoncé par les associations de consommateurs. Et c'est pour ça que les industriels misent désormais sur des aliments sans chimie. C'est un peu la médecine par les plantes, mais pour nos animaux. Et c'est notamment le cas de la société Olmix qui utilise des algues vertes pour augmenter la résistance des poulets. Et donc les premières volailles nourries aux algues vertes et sans antibiotiques ont été commercialisées cet été. Ça marche aussi pour les vaches et les cochons. D'ailleurs, il y a Early Pig, BioArmor Développement ou le groupe Michel qui mise sur des compléments alimentaires aux algues et aux plantes pour les porcs et les bovins. Vous savez, moi je suis de plus en plus méfiant de ce que vous dites depuis l'affaire des laitues. Je pense à vous tout le temps, donc je me pose la question quand même, ça va coûter très cher tout ça, non ? Alors évidemment, au final, ça coûte un petit peu plus cher, mais les aliments sont plus sains, la viande est plus saine, et puis l'étiquetage sans antibiotiques, ça devient un argument marketing. Il y a Carrefour l'année dernière aussi, qui a lancé, et McDo au printemps dernier a annoncé qu'il allait mettre fin. Est-ce que votre Big Mac a le même goût, Axel de Tarlet ou pas ? Le consommateur préfère de la viande sans antibiotiques. C'est plus rassurant. McDo veut bannir le poulet aux antibiotiques dans les nuggets. Finalement, ça s'appelle Back to Basics, comme on dit chez vous en Angleterre. Back to Basics. Excusez-moi. Voilà. L'accent n'est pas là, mais retour aux fondamentaux, on donne du melon et des algues, c'est mieux que des antibiotiques. Voilà. Mais c'est un bon c'est goût. naturel. On le sent pas. Non, c'est inodore normalement. C'est sans. Voilà, c'est pareil. S'ils en mangeaient des algues, je me permets d'en douter. On en mange nous des algues maintenant. On veut nous faire des steaks aux algues. Ben oui, il faut être up to date. Vous n'êtes pas. Vous savez quoi ? Vous allez vous inviter à déjeuner tous les deux, puis vous continuerez à discuter. Le kiosque lui reviendra demain à 7h15 sur Europe 1. Notez que à 8h20, invité exceptionnel pour Jean-Pierre Elkabbach, c'est l'ambassadrice d'Israël en France, Alissa Bin Noun. Première intervention qui sera l'invité de l'interview politique de Jean-Pierre. À demain les amis.